Yes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'analyse du marché des cryptos du 23 octobre 2021. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à nous lâcher un like, un commentaire, c'est très bon pour le référencement, et à nous dire dans les commentaires ce que tu aimerais que j'analyse dans les prochaines vidéos, que ce soit des tokens ou une actualité. Alors, au niveau du coin screener, bon, bah, on voit que Bitcoin retrace légèrement. On était monté jusqu'à 67 000, hein, si je ne me trompe pas. On est en retracement aux alentours des 61-62 000 aujourd'hui. Une légère perte de 0,19% qui n'est pas significative, hein, en dessous d'1% sur les cryptos, c'est assez ridicule. Ethereum, pareil, qui se stabilise autour des 4 000 dollars. Et ensuite, on a des petites performances. On a Polygon Matic qui se réveille un peu avec à peu près 10%. On a Axie Infinity 5%, donc assez intéressant également. On a un petit 8 à 9% sur Phantom, mais Phantom, lui, il s'en fout, hein, c'est du 8 à 9%, 10% tous les jours. Et on a Harmony, donc One, qui pousse également un petit 14-15%. Donc très très positif. On voit que les altcoins ne sont clairement pas à plaindre par rapport au mouvement du Bitcoin et ils suivent très bien l'actif maître du marché des cryptos. Au niveau des news, alors la première news, c'est la Chine. Qu'est-ce qui se passe avec la Chine? Bah, ils sont en train potentiellement de se dire, est-ce qu'on n'a pas fait une merde en essayant de un petit peu taper dans les pattes du mining? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que d'après les dernières données du Cambridge Bitcoin Electric Consumption Index, ouais, était compliqué celui-là, euh, il y a une part de plus de 35% aux États-Unis sur la puissance de calcul, donc le hash rate, au niveau de Bitcoin. Donc en fait, il y a clairement 35% de la puissance de calcul qui est déployée aux États-Unis, quoi. Donc ça pique un peu, sachant que c'était la Chine qui était le maître à ce niveau-là, qui avait clairement une centralisation du minage sur Bitcoin, même sur Ethereum, hein, on en avait parlé avec Spark Pool, Bipool, etc. Et aujourd'hui, bah, ils se retrouvent relégués derrière les États-Unis, le Kazakhstan, le Canada, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ils se retrouvent, on va dire, un petit peu sur le côté, quoi, sur la touche. La Commission nationale donc, du développement et de la réforme, donc NRDC en Chine, souhaite en tout cas se poser la question sur la pertinence de continuer à interdire le minage. Alors eux, ils sont forts quand même parce qu'ils interdisent et après ils se disent est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on devrait continuer? Ouais, il y a la moitié, enfin même plus, hein, je ne sais pas exactement combien, mais il y a une grosse partie des mineurs crypto qui sont partis de Chine. Donc maintenant, les gars, c'est peut-être un peu tard pour réfléchir sur cette question. Mais bon. Euh, Ce que je trouvais intéressant également dans l'article, ce qui était dit, c'est que, comme je l'ai dit un petit peu au-dessus, tout était centralisé en Chine avant, ce qui est un peu un problème, parce qu'on l'a vu, hein, dès qu'ils ont commencé à taper sur le minage, ça a fait mal aux crypto, ça fait mal au Bitcoin, ça a piqué aussi du coup sur Ethereum. Et là, c'est bien le fait que ce soit beaucoup mieux réparti dans le monde, puisque ça permet de ne pas avoir tout qui est centralisé, tout le minage qui est centralisé en Chine. Et ça, clairement, je préfère ça. Je préfère que ce soit, et surtout que ce soit décentralisé dans des pays quand même un petit peu plus ouverts, comme les États-Unis ou le Canada, par exemple. Donc ça, c'est quand même cool. Et on voit que du coup, ils disent que les États-Unis occupent la première place, ce qui n'est pas étonnant. Et leur part est loin d'être hégémonique, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas le monopole, hein, comme pouvait l'avoir la Chine, puisqu'on a le Canada, la Russie et le Kazakhstan qui représentent également un pourcentage non négligeable du hash rate du Bitcoin. Donc bon, voilà, on voit que c'est ces quatre pays-là qui se partagent euh, la répartition du hash rate aujourd'hui. Et il précise également, hein, comme je le disais, hein, que s'ils ne se bougent pas les fesses, les Chinois ils risquent de perdre aussi tout simplement des parts de marché, on va dire, sur le minage au niveau d'Ethereum, puisqu'ils ont déjà forcé donc Spark Pool et Bipool de fermer, hein, donc qui étaient les plus grosses sociétés, entreprises de minage sur Ethereum, hein, près d'un quart du hash rate à L2. Donc pareil, s'ils continuent de taper sur le minage, bah, effectivement, ils vont continuer de perdre à la fois au niveau du minage sur Bitcoin et sur Ethereum. Ça, c'est clair et net. Mais en tout cas, pour moi, c'est une très bonne chose parce que ça va, comme il le dit ici,
améliorer la répartition géographique de la puissance de calcul du réseau Ethereum, comme celle du réseau Bitcoin. Et c'est bien. On est pour une décentralisation, on est pour une diversification et pas pour, et dans la crypto, c'est le maître mot, hein, décentralisation. On n'est pas pour que tout le minage ou tous les fonds soient euh, centralisés sur un seul pays, une seule société. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait plusieurs exchanges, parce que ça permet qu'il n'y ait pas qu'un seul exchange, par exemple, qui détienne la plupart des fonds, qui voient transiter la plupart des fonds. C'est le but, hein, c'est la diversification avant tout. Deuxième news, un nouveau rival d'Ethereum. Bon, après, c'est pas un nouveau, hein. IOTA, ça fait un moment qu'il est là. Mais en fait, il y a une news tout simplement majeure sur IOTA, qui est donc le lancement de la version bêta de leur smart contract, donc des contrats intelligents. L'objectif pour eux, donc, c'est de devenir une alternative à Ethereum en tant que plateforme DeFi et NFT. Bon, en soi, en ce moment, tout le monde lance sa plateforme DeFi et NFT. Hein, ça, c'est pas surprise. Mais voilà, IOTA ne déroge pas à la règle et arrive avec le camion Ben, arrive avec le char d'assaut pour aussi s'imposer dans ce secteur. Donc, IOTA veut s'attaquer à certains problèmes les plus urgents, et notamment donc les frais exorbitants sur la blockchain Ethereum, une faible évolutivité et une faible interopérabilité. Bon, pourquoi pas, et ils trouvent qu'effectivement, au niveau de Ethereum aujourd'hui, il n'y a pas assez d'interopérabilité, c'est-à-dire que les projets ne travaillent pas assez entre eux. Bon, pourquoi pas, ils veulent travailler sur ça. Ok, intéressant. Euh, L'une des caractéristiques les plus importantes de leur contrat intelligent, c'est la possibilité pour les utilisateurs de fixer leurs propres frais d'exécution. Ça, c'est vrai que ça peut être intéressant. En fait, ils ont compris que le problème sur Ethereum, c'était les frais. Et ils se sont dit, bon, si on fait un truc avec la possibilité pour les utilisateurs de fixer leurs propres frais, est-ce que ça ne peut pas nous faire gagner des parts de marché? Et je pense qu'effectivement, ça peut être très intéressant pour eux à ce niveau-là. Donc, à voir maintenant comment ça va être mis en place concrètement, parce que là, c'est encore que une version bêta, hein, comme il dit ici, hein, version bêta. Donc, à voir comment ça va se mettre en place concrètement et est-ce que justement les utilisateurs vont migrer vers cette solution-là proposée par IOTA ou est-ce que les utilisateurs vont rester sur Ethereum? Attention aussi à ce qu'ils ne sortent pas ça, la version définitive trop tard et qu'on n'ait pas déjà un Ethereum 2.0 qui sera mis en place parce que là, effectivement, ça aura beaucoup moins d'intérêt. Ce que je trouvais intéressant en petite conclusion, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs projets qui sont en concurrence pour justement la notion des frais, réduire les frais, avoir une exécution de contrats intelligents les plus efficaces possibles. Et du coup, bah, en fait, c'est comme pour le mining tout à l'heure, ça va nous créer en fait une diversité et donc du coup une diversité aussi dans les choix nous permettre, par exemple, de dire, bah, tiens, j'ai envie d'utiliser Ethereum, tiens, j'ai envie d'utiliser IOTA, tiens, j'ai envie d'utiliser la blockchain EGLD avec Maillard, tiens, j'ai envie d'utiliser Solana. Ça nous permettra d'avoir une grosse diversité et donc de multiplier les choix euh, qui nous incombe à nous et ça nous permettra donc d'avoir bah, possiblement une plus grande décentralisation, une plus grande diversité. Et ça, c'est toujours souhaitable. C'est toujours souhaitable de ne pas rester qu'avec une solution, mais d'avoir énormément de solutions possibles. Et ça va aussi répartir l'ensemble de l'écosystème de tous les utilisateurs dans plusieurs projets et de ne pas tout centraliser un gros bloc dans un seul projet. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Hop, troisième news. Donc, le titan de l'investissement PIMCO qui commence à s'intéresser aux crypto-monnaies. Donc, tout simplement, ils prévoient d'investir progressivement dans les crypto-monnaies qui, donc, selon eux, a un potentiel de perturber l'industrie financière. Bon, ça, on le sait, hein. Cependant, ils restent prudents et comptent intégrer le monde des cryptos progressivement, un petit peu comme toutes les institutions, tous les fonds, etc., les gérants, généralement, ils y vont progressivement.
C'est tout à fait normal, hein. Ils ne gèrent pas les mêmes capitaux que nous et ils ont besoin de se hedger par rapport au risque. Et donc, forcément, ils y vont à tâtons. Ils ont déclaré que quand même certains de leurs portefeuilles négocient déjà des titres liés à la crypto-monnaie. Et comme il le précise ici, nous ne prenons donc pas d'exposition directionnelle, mais nous cherchons à tirer parti des erreurs de prix entre les produits en espèces, la fiducie populaire qui se négocie sur la bourse, puis les contrats à terme. Alors peut-être, dans ce que ça veut dire, peut-être que c'est de l'arbitrage, puisqu'ils essaieraient donc de tirer parti des différences de prix entre différents produits. Peut-être que c'est ce qu'ils font. Pourquoi pas, hein, ça me paraîtrait complètement probable. Bon, peu importe, peu importe. Ils expliquent également que leur démarche ira en s'élargissant vers d'autres actifs et vers une exposition directe. Donc, exposition directe, hein, concrètement, ça veut dire acheter concrètement directement du Bitcoin. Et donc, effectivement, après PayPal, Fidelity, qui se sont lancés dans les cryptos, Square, MicroStrategy qui ont acheté des Bitcoins. On a eu donc Morgan Stanley également, première banque à proposer des fonds Bitcoin à ses clients, Goldman Sachs qui a suivi, et maintenant PIMCO. Bon, ça commence à être très très chargé par les institutionnels et c'est plutôt intéressant aussi pour nous puisque ça montre la solidité et la résilience du Bitcoin. Dernière petite citation. euh, il faut comprendre la finance décentralisée parce qu'elle sera perturbatrice et qu'elle pourrait très bien perturber notre secteur, en particulier notre activité. Donc en gros, leur postulat aussi, c'est de se dire ça peut perturber notre secteur et notre activité, donc il faut quand même qu'on s'y intéresse avec beaucoup plus de sérieux. Et je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison. Et en tout cas, bah, c'est une très bonne news. Encore un institutionnel, on va dire, quand on le prend dans le sens large, qui s'intéresse au secteur des cryptos et au-delà de s'y intéresser, qui compte y investir. Quatrième news, selon JP Morgan, le Bitcoin va exploser, mais pas grâce à l'ETF de ProShares. Donc, ça, c'est pas étonnant en soi. Pour eux, en fait, c'est simplement l'inflation qui va pousser les particuliers et les investisseurs à se réfugier sur Bitcoin plutôt que vraiment l'adoption de l'ETF. Comme il précise ici, plusieurs raisons pourraient expliquer la courte durée de l'ETF sur Bitcoin. Premièrement, l'ETF n'est pas le canal préféré d'investissement préféré des investisseurs crypto. Ça, je vous l'avais dit, hein. L'ETF peut permettre une adoption intéressante pour tous ceux qui ne sont pas habitués aux crypto parce que c'est un support classique d'investissement qu'ils connaissent. Par contre, pour les pro-crypto, clairement, un pro-crypto, il ne va pas aller acheter, il va pas l'investir sur un ETF. Il va clairement acheter directement du Bitcoin. Tout simplement, nous, ce qu'on veut, c'est détenir du Bitcoin, en avoir. On ne veut pas un fonds qui réplique le cours du Bitcoin. C'est pas intéressant. Euh, il précise également que l'ETF de ProShares propose des frais de gestion particulièrement élevés. Et voilà, ça c'est pareil. On préfère acheter nos bitcoins directement et on n'aura pas de frais de fou dessus, quoi. De plus, l'intérêt du bitcoin, c'est pouvoir être possédé, comme je viens de le dire. Avec l'or, l'usage d'un ETF peut se justifier car la difficulté de transporter et de stocker l'or et donc les lingots d'or, effectivement, un ETF sur l'or, c'est intéressant parce que ça permet donc de stocker, d'éviter de stocker des lingots d'or, c'est quand même assez contraignant. Donc ça permet d'être exposé au cours de l'or sans en détenir à proprement dit. Maintenant, avec le Bitcoin, sachant qu'on peut le détenir sur un portefeuille en ligne, un wallet, bon, c'est très peu intéressant d'acheter un ETF. Enfin, vous ne pouvez même pas trader l'ETF aux heures de fermeture des marchés alors que le trading sur Bitcoin ne s'arrête jamais. Encore un point effectivement en faveur du Bitcoin au comptant, puisqu'effectivement on peut le négocier 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute l'année. Les analystes de JP Morgan ont comparé la situation avec l'ETF Bitcoin qui avait vu le jour au Canada. L'euphorie autour du Purpose Bitcoin ETF avait duré environ une semaine. Donc, ils insistent encore là-dessus. Pour eux, ce n'est pas l'ETF qui va vraiment propulser le Bitcoin, mais vraiment l'augmentation de généraliser des prix, donc de l'inflation.
Traditionnellement, l'or joue le rôle du grand protecteur anti-inflation, sauf que l'or en ce moment est un peu plus en difficulté. Comme ils le disent ici, l'or ne répond pas suffisamment aux craintes liées à l'inflation, en particulier au cours des 2 dernières semaines. C'est vrai que les 2 dernières semaines, quand on regarde le cours de l'or, c'est plutôt en stabilisation, ça monte, ça descend, mais l'or n'a pas vraiment pris en valeur et n'a pas vraiment augmenté significativement comparé au prix du Bitcoin. Alors après, c'est à relativiser, hein. Peut-être que le Bitcoin va se mettre, comme il s'est passé là, à retracer, et puis on aura un or qui va lui, de son côté, partir à la hausse. Donc voilà, c'est à relativiser. Mais c'est vrai que pour l'instant, le Bitcoin prend des parts de marché comparé à l'or, ça c'est clair. Deuxièmement, le prix de l'or est légèrement manipulé, largement manipulé, pardon, par les ETF, du coup précisément. Au lieu d'acheter et de posséder l'or, la plupart des investisseurs utilisent des ETF qui ne sont pas de réels achats. Et ça, c'est vrai que c'est l'intérêt, par exemple, du Bitcoin, c'est que le Bitcoin, on le détient, on peut l'échanger. On est assez libre, enfin même totalement libre au niveau de l'échange, hein. Je peux envoyer un Bitcoin, en recevoir, le renvoyer, etc. Et c'est un actif qui est réel, c'est-à-dire qu'on le détient réellement dans un wallet, ce qui n'est pas le cas de l'or. Et comme ils le disent ici, la plupart des investisseurs utilisent des ETF parce que c'est contraignant d'investir sur l'or physiquement. Dernier point, le milliardaire Carl Icahn a en effet pris la parole récemment. Il a déclaré qu'une crise était manifestement devant nous et que si l'or ne pouvait pas jouer le rôle de protecteur contre l'inflation, la solution serait les crypto-monnaies. Donc, on le voit par rapport à ici. C'est vrai que je suis assez d'accord, moi, avec la déclaration de JP Morgan. C'est vrai que l'ETF, c'est une bonne chose parce que ça met un coup d'accélérateur à la structure de Bitcoin. Maintenant, pour moi, ce n'est pas une news suffisamment forte pour vraiment driver un Bitcoin à 100K et plus. Pour moi, il va vraiment falloir vraiment un élément fondamental, comme par exemple, effectivement, une forte inflation qui pourrait justement, euh, qui pourrait inciter les investisseurs à vouloir justement chercher des valeurs refuges, des actifs refuges pour pouvoir justement se protéger de l'inflation. Et là, justement, le Bitcoin répond à cette problématique, répond à cette question. Et donc, c'est pour ça que pour moi, plus l'inflation va être grandissante, plus on risque d'avoir un Bitcoin qui reprend et qui prend en valeur. Dernière news, c'est tout simplement Walmart, donc une des plus grosses enseignes de grande distribution aux États-Unis, qui a installé donc 200 distributeurs automatiques de Bitcoin dans leur supermarché. Donc, c'était le jeudi 21, hein, donc il y a quelques jours, il y a 2 jours, que Walmart a annoncé donc l'installation de 200 distributeurs en association avec Coinstar, donc qui est une firme, une entreprise, hein, qui est connue pour donc ces machines permettant d'échanger des pièces physiques contre des billets ou des cartes cadeaux. Et ils se sont également associés avec CoinMe, qui est une firme du coup qui travaille autour des guichets automatiques de Bitcoin. Et c'est donc la première à avoir obtenu la licence autour justement donc des guichets automatiques pour les États-Unis. Donc voilà, c'est eux qui installent les ATM Bitcoin sur le territoire américain. Donc voilà, ils ne se sont pas entourés de Jean-Paul et Jean-Pierre, quoi. C'est quand même assez solide. Sachant qu'ils n'ont pas prévu de s'arrêter là. Là, c'est simplement les 200 premiers, c'est la première pierre sur l'édifice. Leur objectif, c'est d'avoir un total de 8000 ATM Bitcoin aux États-Unis, selon Bloomberg, ce qui est plutôt sympathique, hein, ce qui est plutôt sympathique, sachant qu'aux États-Unis, on en trouve déjà 26 000 à peu près. Donc c'est quand même assez significatif, hein, par rapport aux 26 000 présents. Ça fait un nombre quand même assez colossal. Sachant que du coup, le fonctionnement, hein, il précise ici, je trouve ça intéressant. Donc, pour acheter du Bitcoin par le biais d'un distributeur de Coinstar, les Américains devront insérer un billet dans la machine. Ils recevront alors un papier avec un code d'échange et ce code permettra de récupérer les crypto-monnaies
donc sur l'application de CoinMe. Intéressant, après peut-être un peu contraignant, puisque voilà, faut récupérer un billet avec un code, puis se connecter à l'application pour récupérer ses cryptos. Bon, peut-être que voilà, c'est un système pratique, hein, pour peut-être que les Américains ont déjà l'habitude de ça, j'imagine, puisque c'est déjà le fonctionnement en place. Voilà, moi je trouve ça peut-être un peu contraignant, mais pour les personnes qui ont, on va dire, qui ont aucune connaissance et voilà, qui veulent avoir un premier pas dans l'univers crypto, bon, c'est vrai que c'est assez simpliste comme approche. Maintenant, bon, je trouve que c'est aussi intéressant d'acheter directement ces cryptos sur le marché spot. Et puis voilà, c'est tout aussi pratique. Mais bon, peu importe, c'est qu'un détail. Ceci dit, donc le distributeur automatique applique des frais élevés, hein, forcément, hein. C'est pour ça que c'est plus intéressant d'acheter ces bitcoins en spot, puisque Coinstar annonce que chaque achat entraînera des frais de transaction de 4% et des frais de change de 7%. Voilà, c'est juste immense, hein. C'est pour ça que pour moi, ça va vraiment être réservé pour les personnes qui n'y connaissent rien et qui veulent vraiment la solution la plus facile et la plus économique possible, on va dire, en termes de temps et de moyens. Mais ça reste quand même un moyen très coûteux, hein, d'acheter du Bitcoin. Dernier point, en août dernier, Walmart a lancé le recrutement d'un responsable de produits en monnaie numérique. On sait que le géant de la grande distribution a déposé plus de 17 brevets exploitant la technologie blockchain. Donc clairement, ils ne sont pas en leur premier coup d'essai. Ils ont certainement d'autres informations dans les tuyaux, ça ne m'étonnerait pas du tout. En tout cas, encore une fois, une bonne news fondamentale, une bonne, on va dire, adoption mainstream encore du Bitcoin. Et c'est vraiment top de voir ça aujourd'hui. Il y a vraiment que des news positives. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Au niveau de l'analyse technique, alors bon, sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, rien de surprenant par rapport à ce que j'avais annoncé. J'avais dit, attention, on a pris cette liquidité, on a un risque de retracement. On avait travaillé un petit peu dans cette zone, on avait buté un petit peu, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais on n'avait pas forcément eu de retracement significatif, ou voilà, c'était plus une sorte de latéralisation en plus petite unité de temps et puis d'hésitation du marché. On avait eu une dernière jambe haussière ici, un petit push pour venir casser le top. Et là, je vous avais dit, attention, on vient chercher une deuxième liquidité qui est un plus haut de marché. Et on sait que les plus hauts et les plus bas de marché, il y a des risques de retracement derrière, d'accord? Et bah, comme partout, regardez ici, on casse un plus haut, on retrace. On casse un plus haut, on retrace. Également ici, on casse un plus bas, qu'est-ce qu'on fait? On retrace. Toujours la même chose. Donc là, je vous avais dit attention au potentiel retracement, petit retracement qu'on pourrait avoir ici. On aurait également pu aussi ramper, hein, venir jusqu'à dans cette zone, hein, qui est donc la prochaine zone d'extension, évidemment. Mais le scénario du retracement là était quand même plus probable par rapport à justement, je vous avais dit, attention, on a cette impulsion qui va corriger à un moment donné. On a eu la correction. On a cette impulsion. Elle va corriger aussi à un moment donné. Donc là, ça y est, on a déjà entamé, on va dire, la première, on va dire, vraie impulsion de ce retracement ici. Maintenant, voilà, on va essayer d'avoir un retracement qui ressemble, enfin, on va essayer. On imagine avec ce qu'on connaît qu'on pourra avoir un retracement qui ressemble à ça. D'accord? Donc potentiellement avoir quelque chose comme une première impulsion ici, une première impulsion ici, un retracement et une dernière, une correction tout simplement en trois vagues. Donc on pourrait avoir notre première impulsion ici, quelque chose comme une correction ici, d'accord, qui ne vient pas casser ce plus haut, parce que si on vient casser ce plus haut, c'est plus une correction, mais c'est une continuation de la tendance. Et ensuite un nouveau plus bas ici, d'accord, pour terminer notre correction, pareil comme ici en trois vagues. Donc on aurait par exemple une petite figure, hop, une petite figure par exemple comme ça, soit de compression en biseau, soit une sorte de petit canal. Et puis après, boum, on terminerait tout simplement la correction. Donc on pourrait totalement avoir ce type de scénario. Euh, Si on n'a que ça, malheureusement, c'est un peu petit comme correction. Ça ressemblerait plus du coup à une correction 1 heure où on aurait ce type de choses, hein. Tac, voilà, on a un truc un peu comme ça, mais c'est assez léger, c'est assez petit. Euh, Là, ce qui serait intéressant quand même, quand on regarde la taille de ce mouvement-là, en H4, c'est d'avoir une correction un peu plus grande que ça, quoi. Donc l'idéal, ce serait quand même une impulsion ici, le retracement, un petit retracement, un nouveau plus bas pour peut-être revenir au 58, hein, 58, 59.
aux alentours des 58, c'est très bien. Et ensuite, on termine notre correction. Et puis, ça nous ferait, quand on regardera en daily, ça nous ferait une correction un peu plus importante. On aura bien retravaillé sur cette zone, comme je vous l'avais dit, cette zone du plus haut ici, donc cette liquidité-là. On aura bien retravaillé. Ensuite, on pourra continuer notre mouvement pour venir chercher ici les 1,27 aux alentours de 75 000 et ensuite les 1,61,8 aux alentours de 87 000. Et là, on aura vraiment un scénario intéressant. OK? Donc voilà, c'est un peu le scénario, moi, personnellement, que je prends le pari de suivre, on va dire. Là, en plus, on voit on est en train de corriger l'excès sur les bandes de Bollinger. Donc, ça serait super hein, si on fait ce type de mouvement ici, hein, les flèches en vert, on pourrait vraiment revenir à l'intérieur des bandes de Bollinger, corriger cet excès, et là, ça serait vraiment royal. Donc, voilà un petit peu ce que je suis, moi, sur Bitcoin. C'est mon scénario. Après, on pourrait évidemment avoir un deuxième scénario où, au lieu de faire cette correction en 3 vagues, il vient directement péter et il va chercher la TH. Dans tous les cas, on reste haussier hein, tant qu'on continue de faire des plus hauts de plus en plus haut, tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas. Maintenant, on est haussier, d'accord? On a cassé un ATH, on est entre ce plus bas et ce plus haut. Tout ce qui se passe, pardon, pour ça, tout ce qui se passe à l'intérieur ici, c'est de la correction. Et donc ensuite, l'objectif, c'est la continuation. OK? Au niveau de notre ami Ethereum, pareil, c'est sensiblement la même chose. Sauf que lui n'a pas cassé la TH encore. D'accord? On avait dit ce qu'on attendait, c'était la cassure de ce plus haut. Hop, on avait dit on attend la cassure de ce plus haut pour revenir donc dans la zone ici du plus haut. Je vais vous la retracer ce que je l'ai enlevé. Hop, j'ai dit on attend donc la cassure du plus haut ici pour revenir. Attention, si on casse, comme je l'avais dit, ce plus haut, on vient chercher une liquidité. Donc il y a un risque de retracement. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Petit retracement, d'accord? Voilà. Donc Ethereum, même chose, hein. L'idéal, ce serait d'avoir un retracement un petit peu plus important. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelque chose comme, hop, on va aller voir en 4 heures, quelque chose d'un peu similaire au Bitcoin. Alors là, bon, là, ça me donne plutôt une continuation, cette histoire. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelque chose un peu similaire au Bitcoin avec un retracement un peu plus gros en 3 vagues et pour une continuation? Après, j'ai l'impression qu'Ethereum fait quand même moins ce type de retracement, même si on l'avait eu ici. Donc ouais, en termes de structure, je reste un peu observateur. Bon, on est quand même sur un plus haut de marché. On a la bande de Bollinger qui est juste ici. On est dans une zone. Donc là, j'attendrai vraiment qu'on vienne casser ici pour vraiment prendre des décisions. Surtout que cette impulsion ici-là, elle pourrait être corrigée à un moment donné. Voilà. Maintenant, je pense plus justement à de la continuation. Je pense qu'on va d'abord venir casser stop et après on va corriger. Mais ça reste que mon avis. Mais je vois vraiment une cassure du top arriver en fait. Je vois vraiment une cassure du top arriver. Et au pire des cas, dans tous les cas, hein, tant qu'on est en dessous ici, hein, on est au niveau de ce plus haut et de ce plus bas, tout ce qui se passera ici, ce sera pour une continuation par la suite. Donc pas de stress, de FOMO, d'excitation là-dessus. On reste très rationnel par rapport à cette structure. Au niveau donc de la Bitcoin dominance, ça retrace fort au niveau de la Bitcoin dominance, puisque donc on a bien rejeté hein, le MA200 ici parfaitement, et on retrace, on revient à nouveau dans la zone ici des 45%, 44-45. On pourrait revenir retester le middle de la bande de Bollinger juste ici pour ensuite potentiellement chercher des plus hauts. En tous les cas, on sait qu'on a cette zone hein, ici avec le middle de la bande de Bollinger, donc il faudra voir le comportement du prix au contact justement de cette zone. Et au niveau du crypto total, pareil, pas plus de choses à dire que ça par rapport à la dernière fois. On a bien cassé la TH. On a également eu le petit retracement dû justement à la cassure de la TH. Maintenant, voilà, ce qu'il faut chercher, c'est potentiellement un retracement un peu plus gros pour une continuation, voire potentiellement une continuation directement. Hop. Et pour le crypto total, excluant le BTC, donc uniquement avec les altcoins, là, ça y est, on est bien revenu dans la zone. On est bien revenu ici. On n'a pas vraiment cassé encore l'ATH, on l'a retravaillé légèrement. On a même retravaillé, on a touché la bande de Bollinger supérieure, là ça y est.
Donc pareil, au niveau du crypto total, donc des altcoins, attention, 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 parce que là c'est vrai on a bien poussé, bien fait des plus hauts. Là on a des belles mèches de rejet dans la zone. Attention à ce qu'on n'ait pas une correction un peu plus importante, quelque chose un peu comme ça. Tant qu'on casse pas ce plus bas, ça reste bon pour ensuite une continuation. Ok, sachant qu'on a le MA200 ici en couverture, donc même si on retravaille un peu comme ça, on retravaille le MA et puis voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, tout simplement pour cette analyse du crypto total des altcoins. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà bien assez longue. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds. J'ai bien vu donc votre demande de pouvoir expliquer quelques points d'analyse technique. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui puisque la vidéo est déjà assez longue pour ça, mais dans les prochaines vidéos, je le ferai avec plaisir. Dans tous les cas, moi je vous dis et je vous souhaite déjà une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis donc à lundi pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vos portefeuilles, prenez soin de vous et on se retrouve lundi.